juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Dans l'actualité de ce jeudi, reprise de l'école le 25 juin, le calendrier des examens a été dévoilé ce matin par le ministre de l'Éducation nationale, mais les syndicalistes émettent déjà des réserves. Que reste-t-il du dispositif du 2 juin? On vous explique tout dans cette édition. Aïda Mbodj menacée de mort après avoir adressé des questions d'actualité au gouvernement. Mais au juste, le Parlement joue-t-il pleinement son rôle de contrôleur de l'action gouvernementale? L'heure des explications et justifications a-t-elle sonné pour le gouvernement? Nous ferons le point dans cette édition. Fin du procès Lamine Diack, verdict le 16 septembre prochain. Ses avocats ont plaidé la relaxe. Les détails dans cette édition. « 25 juin, c'est la nouvelle date retenue pour la reprise des cours pour les classes d'examen. Le ministre de l'Éducation nationale a dévoilé ce matin le nouveau calendrier des examens. Mame Birame Diouf. Une volonté manifeste de sauver l'année scolaire affichée par le gouvernement en intégrant la sécurité sanitaire qui doit également accompagner le déroulement des cours dans les classes d'examen, dans l'enseignement général et la formation professionnelle. La démarche inclusive a conduit à arrêter la date du 25 juin et ce qui suit. Pour toutes les classes d'examen, la reprise des cours est prévue le 25 juin 2020. Terminale, 3e, CM2, les classes d'examen professionnels, en plus des élèves maîtres. Les examens sont prévus à partir du 20 août 2020. Pour les classes intermédiaires, les modalités de passage des élèves en classe intermédiaire vers la classe d'enseignement supérieur seront définies par le sous-comité pédagogique. Les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet 2020. Sur ce registre, le calendrier des examens s'établit comme suit. Pour le calendrier des examens, CFE est entré en 6e à partir du 20 août 2020. Pour le BFM, à partir du 14 septembre 2020. Les sessions de remplacement sont prévues à partir du 15 octobre. Pour le baccalauréat, l'anticipé de philo se déroulera le 12 août 2020. Le baccalauréat technique à partir du 31 août 2020 et le bac général à partir du 2 septembre 2020. Session de remplacement à partir du 12 octobre 2020. Pour l'ensemble des examens professionnels, CAP, BEP, BT, BTS, à partir du 3 août jusqu'au 30 septembre. Pour une année scolaire réussie, d'autres mesures d'accompagnement adéquates sont prises également, notamment. Pour garantir le déroulement des enseignements et apprentissages dans des conditions optimales, il nous faut relever ensemble de nouveaux défis, dont la prise en charge sanitaire et l'appui psychosocial nécessaire des enseignants et élèves en cas de contamination. L'année scolaire 2020-2021 va débuter dans la première semaine du mois de novembre 2020, ajoute le ministre qui invite tous les acteurs au respect strict du protocole sanitaire. Merci Mame Birame. Don't act, s'exclame le G7. La décision est encore prise unilatéralement par l'État, selon Abdou Fati. Le secrétaire général du CELSA dénonce une précipitation inopportune. Vendredi dernier, on a eu à le dire au ministre de l'Éducation nationale. Si on doit trouver de bonnes solutions, il faut faire un bon diagnostic. Et nous, c'est ça notre diagnostic. Et on en a profité pour effectivement demander au ministre et de répéter, réitérer une chose. L'école est de ressort exclusif de l'État du Sénégal, mais le partenariat c'est important.
Et s'ils nous considèrent comme des partenaires, nous pensons qu'on ne doit pas se précipiter, nous pensons qu'on doit attendre qu'on puisse donner notre contribution, ainsi que la société civile, avant que l'État ne prenne la décision en dernier ressort. Hier, le G7 s'est réuni pour examiner cela et avoir une bonne proposition. Malheureusement ou heureusement pour eux, le Conseil des ministres, effectivement, a déclaré que l'ouverture sera le 25. En tant qu'organisation, nous prenons acte, mais nous pensons également que l'école est une affaire de la communauté et que tous les paramètres doivent être saisis avant d'aller vers une deuxième réouverture. Parce qu'il y a l'échec, ce sera la catastrophe. Dans des régions comme ici, beaucoup de toitures sont parties, les classes sont en abri provisoire, certaines écoles sont inondées, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Qu'est-ce qui a été effectivement pris comme décision? S'il y avait une rencontre, s'il y avait une mutualisation, peut-être qu'ils nous auraient fait l'état des lieux. Mais au moment où je vous parle, nous ne savons pas l'état des lieux de l'environnement scolaire, nous ne savons pas l'état des lieux du protocole sanitaire. Nous préjugeons qu'ils maîtrisent cela. Mais vraiment, nous prenons acte et tout ce qui ressortira de leur responsable, ce n'est pas de notre responsabilité. Dans tous les cas, le dispositif du 2 juin est toujours en place. Certaines écoles sont même d'ores et déjà opérationnelles. Illustration à Saint-Louis avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Dans la perspective de reprise des cours le 25 juin prochain, les acteurs du système éducatif entendent suivre la voie tracée par le ministre de l'Éducation nationale. À Saint-Louis, les directeurs d'école et chefs d'établissement se disent prêts à accueillir les enfants. À l'école Ndate du quartier sud, la directrice assure que le matériel a été bien gardé et sera utilisé pour mettre les enfants dans d'excellentes conditions. Tout est sur place, l'État a pris les dispositions qu'il faut. Nous les attendons avec impatience. Et on est prêt d'après le communiqué du Conseil des ministres qui nous a dit qu'on doit reprendre le 25. Tout est prêt, tout est sur place. Même constat au lycée Charles de Gaulle où 781 élèves doivent reprendre les cours. Ici, toutes les mesures sont également prises pour un bon accueil des candidats. Le matériel reste également disponible selon le proviseur. Nous avons tenu une réunion avec les délégués des élèves pour leur dire que tout est fin prêt quand même pour les ouvertures. Le lycée a pris les bonnes dispositions. La distanciation physique sera respectée. Un élève par table banc. Il y a déjà une commission qui est là, c'est la commission d'information et de communication pour sensibiliser les élèves sur les mesures barrières. Ces chefs d'établissement ont aussi un message à l'endroit des élèves et parents. Nous demandons aux parents d'être rassurés. L'État a mis toutes les dispositions qu'il faut. Nous leur demandons le 25 de laisser les enfants venir. Et aussi un appel à l'endroit des enseignants que nous demandons de venir. De toute façon, une fois arrivés à l'école, ils seront totalement et entièrement pris en charge par l'administration. La réouverture des classes est programmée le 25 juin pour les candidats aux différents examens. Espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne date. Merci Ousseynou. Et en attendant la reprise des cours en présentiel à l'UCAD, la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar demande aux étudiants de venir récupérer leurs affaires laissées au campus. Partis à la hâte en mars dernier, certains étudiants n'ont pas pu ramener tous leurs bagages. Suivant là-dessus, la chef du département cité universitaire avec Cheikh Diop et Youssou Baro. Tous les étudiants n'avaient pas l'opportunité d'emporter leurs bagages avec eux. C'est ainsi que la direction du COUD, en collaboration avec les présidents des commissions sociales des différentes facultés, les a invités justement à venir retirer leurs bagages. Certainement qu'ils en auront besoin parce qu'ils étaient partis à la va-vite. Et chaque fois, on n'arrête pas d'enregistrer des demandes d'étudiants voulant venir retirer leurs bagages. On a déjà désinfecté tous les campus, tous les réceptifs hôteliers des étudiants, tous les services, tous les restaurants. Nous avons désinfecté à nouveau, désinfecté, dératiser, désinsectiser et mettre même un produit contre le Covid. Dans un tout autre registre, des victimes de litiges fonciers se sont constituées pour lutter contre l'injustice, disent-elles. Il s'agit du Front Multilutte d'Oina. Ces membres de collectifs disent non aux spoliations foncières. Voyons tout cela avec Cheikh Diop et Youssou Baro. Il s'agit de 10 organisations regroupées autour d'un front multilutte pour défendre leur cause. Plusieurs questions soulevées dans cette rencontre. En décembre 2013, un promoteur aidé par l'État du Sénégal à travers la DESCOS était venu à Gadaï démolir nos 253 maisons.
Nous l'avions traduit à justice et on a gagné les 3 instances. Auparavant, vous allez voir, l'État a traversé des démembrements. Nous avions fait des allers-retours, en plus finir au palais 3 fois, rien du tout. Poussé à bout, le collectif a décidé, Inch'Allah, le 22 juin, lundi, d'entamer une grève de la faim sur le site. Une grève de la faim annoncée ce lundi. Le Front Multilude Doina dénonce la manière de faire de la justice sénégalaise. La justice de ce pays est une justice de classe, est une justice aux ordres, est une justice au service des puissants, est une justice en défaveur des faibles que nous sommes. Même quand vous avez une décision de justice favorable à nos membres, mais il faut courir, et certains même de nos membres meurent avant que ces décisions de justice-là ne soient appliquées. Ces soutiens de famille désemparés interpellent l'État du Sénégal. Parce que le président Macky Sall, les autorités de ce pays ont été trop longtemps sourds, aveugles et inertes. On a l'impression que le président de la République nous considère comme des Burkinabés ou bien des Égyptiens. Le Front Multilude Doina est conscient que l'union fait la force, ce qui explique la détermination de ses membres qui ne comptent pas reculer tant qu'ils n'obtiennent pas gain de cause. Et puis ce 18 juin marque la fin du procès Lamine Diack, un soulagement pour l'ex-président de World Athletics. En attendant le verdict qui sera connu le 16 septembre prochain, ses avocats ont plaidé la relaxe aujourd'hui. À Paris, Chersi Doucila. Maître Simon Ndiaye vient de terminer sa longue plaidoirie. La présidente demande une suspension de l'audience. Entourée de 3 personnes, Lamine Diack discute avec elle, leur raconte des anecdotes sur ses lointaines années de sportif. Preuve du soulagement de l'ancien président de l'IDESAF. Preuve que son avocat vient de livrer une plaidoirie étincelante dans laquelle il a su trouver les mots et les arguments pour tenter de déconstruire les thèses de l'accusation. Il s'agit pêle-mêle du financement présumé de la campagne électorale de Macky Sall en 2012 avec l'argent des Russes, de la médaille remise par les Russes à Diack Père, du conflit d'intérêts, du népotisme. À ce sujet, l'avocat soutient que c'est inexact de dire que Lamine Diack cherchait à placer son fils. Et l'argent que Massata Diack virait à son père n'est pas un crime, à laisser entendre l'avocat, convoquant la culture africaine pour expliquer les devoirs d'un fils envers son père. Il fixe les juges du regard et leur dit « Lamine Diack est au crépuscule de sa vie, ceux qui saluaient son œuvre veulent l'enterrer aujourd'hui, veulent brûler sa mémoire. Le tribunal ne doit pas se laisser prendre dans ce jeu. » Il tourne vers son client et lui dit « J'espère que vous allez retrouver la liberté pour écrire vos mémoires et j'espère qu'ils vont servir aux jeunes. » Maître Bourdon enchaîne avec cette phrase choc. « Si nous ne réussissons pas à faire libérer Lamine Diack, la mort, elle le fera car il mourra en prison. » Lamine Diack est un homme malade. Maître Bourdon, dans une plaidoirie aux allures de one-man show, commence lui aussi à pilonner les plaidoiries des parties civiles, mais surtout les réquisitions du parquet. Les réquisitions sont inhumaines. On veut nous embarquer dans une logique de symbolisation, filme l'avocat. Il gronde, tape du poing sur le pupitre et revient sur la peine requise contre Lamine Diack. Vous réclamez la même peine que les plus grands bourreaux du monde? Même s'il reconnaît que son client a fait quelques erreurs, Maître Bourdon soutient que la relaxe s'impose pour Lamine Diack. Le jugement est mis en délibéré au 16 septembre. Tenez, cher Sido, que les avocats de Lamine Diack vont introduire une demande de levée du contrôle judiciaire de leurs clients en attendant la proclamation du verdict prévu le 16 septembre. Suivant là-dessus, l'avocat de Lamine Diack, Maître Jean-Simon Ndiaye. Le contrôle judiciaire est toujours en vigueur, mais aujourd'hui, à notre sens, il n'est plus justifié, puisque l'argument qui était avancé, c'était qu'il fallait qu'il assiste au procès, il fallait qu'il soit entendu. Maintenant qu'il a été entendu, il n'est plus, à notre sens, justifié qu'on le maintienne en France. Il devrait, pour des raisons juridiques, pour des raisons humaines, pouvoir retrouver son pays, sa terre et sa famille. Et puis une question d'actualité lui a valu des intimidations. C'est ce qu'a révélé la députée Aïda Mbodj hier dans Soir d'Info. Elle a annoncé une plainte contre X pour menaces au téléphone. Mais concrètement, la députée a saisi l'Assemblée nationale pour des questions d'actualité au gouvernement, questions relatives à la gestion des 64 milliards par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ainsi que les 69 milliards consacrés à l'aide alimentaire et gérés par le ministre Mansour Faye.
En quoi ces questions d'actualité dérangent le parlementaire? Est-elle dans son rôle? L'heure des explications et des justifications a-t-elle sonné? Voyons tout cela avec Alassane Ba et Amadou Ba. C'est une certaine léthargie qu'il note au sein de l'Assemblée nationale dans ce contexte de Covid-19. Évidemment, cela s'explique par le caractère extraordinaire du contexte et de la situation. Nous sommes en état d'urgence avec pratiquement des pouvoirs extrêmement importants qui permettent au président de la République de pouvoir actionner les leviers dans l'urgence pour pouvoir fonctionner. Et cela fait que plus ou moins l'Assemblée nationale est en retrait. Je pense que ça ne devrait pas. Le parlementaire Alioune Diouf pense tout autre. L'Assemblée nationale est dans son rôle. Elle est au premier plan. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans le temps de l'action. C'est ce que nous faisons. Même ici à l'Assemblée nationale, depuis lors, nous sommes en train de travailler. Pour les questions écrites, orales, d'actualité avancées par certains de ses collègues, le parlementaire les renvoie au jour d'examen de la loi de ratification. Le professeur, lui, en tire une lecture juridique qu'il concède aux juristes et une question de gouvernance. Autour des principes de transparence, d'équité et du droit des citoyens à être informés sur ce qui se passe. Le gouvernement de notre pays, surtout l'Assemblée nationale de notre pays, devrait, à mon sens, se donner les moyens, même dans le cadre exceptionnel de l'état d'urgence, de permettre aux citoyens d'entendre un autre son de cloche que celui de l'État qui exerce ses prérogatives pour que les Sénégalais puissent se donner une opinion en rapport avec toutes les contradictions possibles et jugées par eux-mêmes. Après la loi d'habilitation, qui est l'article 77, il est prévu une loi de ratification. Pendant cette loi de ratification, il y aura débat. Où avez-vous mis ces fonds-là? Il y aura des amendements, il y aura des discussions. C'est une genre question d'actualité qui ne dit pas son nom, qui est régie par une loi qui est une loi, n'est-ce pas, de ratification. Donc je pense que c'est clair. Aujourd'hui, on est dans le temps de l'action. Toutes les autres questions d'actualité introduites concernant d'autres sujets vont suivre le processus et seront étudiées, renseigne le parlementaire. C'est le cas sur les licences de pêche. Merci Alassane. Venons-en maintenant à la situation épidémiologique du jour. 106 Covid+ sont enregistrés aujourd'hui, 17 cas graves et 3 décès de plus, 76 au total depuis le début de la pandémie. À Khombole, dans la région de Thiès, la patientèle a délaissé les structures de santé. L'alerte est du médecin chef du district. Par peur d'être contaminé, les populations ne fréquentent plus les hôpitaux. 11 cas de coronavirus sont enregistrés à Khombole jusqu'ici. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seylatir. Khombole en est à 11 cas positifs au coronavirus. Effectivement, Khombole a enregistré des cas, 11 au total. La maladie inquiète et les populations vont jusqu'à fuir les structures sanitaires. Au district sanitaire de Khombole, constat fait, les salles de consultation et d'hospitalisation sont désertes. C'est un hôpital désert, on voit plus de patients et malheureusement le personnel est là. Et ici, dans le centre de santé, 80% du personnel est payé par le centre même. C'est très difficile. On verra que s'il y a beaucoup de funérailles, on se demande est-ce que réellement les gens ne sont pas malades sans pour autant venir consulter. Et si c'est le cas, ça va être catastrophe. Les autres maladies vont tuer beaucoup plus que la Covid-19. Donc il faut que les gens quand même acceptent de venir. Pire dans cette affaire, les populations de Khombole ne respectent toujours pas les mesures barrières. Parce que le district compte 18 postes de santé et les ICP appellent à tout moment pour m'informer de cérémonies, de funérailles, de baptêmes, de mariages qui se tiennent au niveau de leur poste de responsabilité. Malheureusement, on n'y peut rien. Le président du comité communal de ciblage de Khombole appelle à une prise de conscience des populations de Khombole. J'invite les populations à renouveler l'effort. L'heure n'est pas au relâchement. Se relâcher, c'est donner libre cours au virus pour circuler. La non-observance des règles barrières facilite au virus vraiment de se propager dans la ville. Le maire de Khombole, Pape Mboup, le commandant de la brigade de gendarmerie de Khombole promettent d'être aux côtés du médecin chef du district pour neutraliser le coronavirus.
À Kaolack, le centre de traitement ne dispose pas de réanimateur. Une mission d'inspection a rencontré pouvoirs publics et autorités médicales de la région. La gestion de la pandémie est relativement, en revanche, satisfaisante selon Adama Diouf, chef d'équipe de la zone centre, interrogé par notre équipe à Kaolack. Nous notons quelque chose de très important ici au niveau de Kaolack, c'est la riposte. Le plan de riposte, de surveillance avant la pandémie. C'est certainement ce qui explique que Kaolack a eu les cas pas longtemps. Ça, nous le notons comme une satisfaction. Nous avons aussi la synergie des acteurs, des interventions entre les médecins-chefs et les directeurs d'hôpitaux. Il reste, si des suggestions devaient être faites, c'est dans l'amélioration du dispositif du centre de traitement des malades. Il a été constaté beaucoup d'efforts par le ministère de la Santé, mais la dimension réanimation n'est pas totalement terminée. Le centre existe, mais il n'y a pas de réanimateur. La deuxième difficulté aussi qu'on a constatée, c'est les analyses au niveau des labos. Toutes les analyses, les prélèvements sont ici et les analyses se font à Dakar. Il y a un privé bénévole qui a offert ses services. Nous estimons qu'on devait peut-être renforcer cet acteur pour éviter les longs déplacements à Dakar ou à Touba. Vie de tempête à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. La direction et les syndicalistes s'accusent mutuellement d'arnaque et d'extorsion de fonds destinés à l'hôpital. Des tensions récurrentes dans cette structure, nous dit Ousseynou Thiam. Malgré le contexte de la pandémie du coronavirus, le torchon brille entre la direction de l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque et le président de l'intersyndicale. Face à la presse, le directeur accuse le syndicaliste d'arnaque et d'extorsion de fonds. J'ai reçu beaucoup de documents, en tout cas par rapport à l'hôpital Youssou Mbargane Diop, des documents provenant de fournisseurs, des documents provenant de citoyens lambda, en tout cas qui m'ont signifié, qui ont fait des dénonciations pour dire que dans le passé et aujourd'hui, monsieur le directeur, on a été victime d'arnaque et d'extorsion de fonds de la part de certains responsables syndicaux. Et également, les gens qui étaient chargés du gardiennage, ils m'ont dit qu'il y a différents vols qui se sont déroulés au niveau de l'hôpital Youssou Mbargane. D'après nos investigations, ces vols ont été faits par des personnes, en tout cas, qui dirigeaient le syndicat de l'hôpital. Des accusations bâties en brèche par le président de l'intersyndicale qui, à son tour, accuse le directeur de malversation financière. Donc c'est de bonne guerre. Nous, on a pris nos responsabilités d'écrire au niveau du préfet, amplié au PCA et au ministère, pour dénoncer publiquement qu'il y a une malversation au niveau de la gestion du Covid-19, des dons, notamment des dons de FH, 20 500 000, de Socosim, 4 millions, et de la gestion du restaurant durant le mois de Ramadan. C'est ça qu'on a écrit. Et on a des preuves que l'argent-là a été détourné. Rappelons que cette situation tendue entre direction et syndicats n'est pas une nouveauté dans cet hôpital. Une raison suffisante pour certains Rufisquois d'interpeller les autorités pour une solution définitive à ces problèmes devenus monnaie courante. Merci Ousseynou. Malgré l'allègement des mesures restrictives liées au coronavirus, certains maires dans les régions refusent la reprise des marchés hebdomadaires. Trop dangereux selon eux, décision jugée injuste par les marchands ambulants. Omar Diaye et Boubacar Falbop. Malgré l'allègement des mesures, les marchands ambulants ne sont toujours pas tirés d'affaire. Certains maires continuent d'interdire la tenue des marchés hebdomadaires dans leur localité. Mais malgré tout cela, il y a des maires qui ont refusé, qui ont dit niet, que dans leur ville, on ne fait pas de louma. Tel que Ndiaw Bambali, tel que Djamagadio et Mirkilan, et autant d'autres. Ils sont plus de 400 marchands ambulants et disent vivre d'énormes difficultés à cause de la fermeture de Louma. Presque aucun marché hebdomadaire n'est ouvert. C'est une fois arrivé sur place qu'on nous notifie que le marché n'est pas ouvert. Et les gendarmes nous cherchent comme des moutons. Les marchands ambulants ne sont pas respectés dans les marchés hebdomadaires. Les maires ne nous associent à rien et n'ont aucun respect pour les marchands que nous sommes.
Même les étals sont accordés par favoritisme au profit des habitants de la localité. Nous sommes laissés en rade. Actuellement, ça fait 400 membres, mais il y a plus. Parce qu'il y a des gens qui étaient à Kaffrine, mais ils sont immigrés à Fouta pour faire un mois et revenir à Kaffrine. Je crois que Kaffrine, c'est la base. Ces marchands ambulants disent s'adresser au président de la République pour qu'il demande au maire d'ouvrir les loumans. Nous lançons l'appel au président de la République et je crois que cette demande ne sera pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Il est là pour sa population. Nous demandons qu'il nous aide pour subvenir nos besoins. Très impactés par la pandémie et ne pouvant plus assurer la dépense quotidienne, ces marchands ne savent plus à quel sien se vouer. Merci Omar. Et puis on connaît le choc de la crise dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. L'ampleur est tout aussi gigantesque. Certains hôteliers sont passés de 100 à 0 clients. À l'heure de la reprise, c'est en pointillé que s'annonce la reprise, la relance de l'activité. Illustration dans cet établissement au Lac Rose. Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Il suffit d'entrer dans l'hôtel pour savoir que la pandémie est passée par là. Vous ne rêvez pas des restaurants vides, des chambres sans clients, tout est à l'arrêt ici. Un choc pour cet hôtelier. J'avoue que c'était difficile, hein? C'était difficile parce que bon, du tic au tac, on s'est retrouvé de 100 à 0 clients, quoi. Parce que c'est venu rapidement, c'est arrivé vite fait, donc on était obligé d'arrêter les activités parce que bon, la maladie était en train de se propager. Nous aussi, on ne voulait pas prendre de risques. C'était un grand choc parce que, bon, comme vous le voyez, là c'est notre activité. Nous, on est dans l'hôtellerie et la restauration. Donc c'est l'un des secteurs les plus affectés. Donc du coup, le manque à gagner était énorme, quoi. Était énorme. Qui a fini par réduire son personnel de 50 à 30 actuellement, en attendant la fin de la crise. Même s'il n'y a pas de clients, les charges fixes sont là. Les charges fixes sont là. Il faut continuer à entretenir l'hôtel. Il faut continuer à sécuriser l'hôtel, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est des charges qui sont là. L'électricité, l'eau, le téléphone, tout ça. Donc, c'est des charges qu'il faut gérer, qu'il faut vraiment continuer à supporter. Et puis, une partie du personnel qui est là, hein, que tu dois payer. Donc, tout ça, c'est des charges qu'il fallait continuer à supporter. Et là, c'était très difficile. C'était vraiment très, très difficile. Une partie du personnel était partie au chômage. On était obligés. On n'avait pas le choix. Avec l'assouplissement, l'hôtel peine à se relever. Depuis une semaine, donc, il y a un assouplissement, mais bon, c'est pas encore ça. Les clients viennent, mais bon, par contre, goutte. Amadou, responsable de cet hôtel, pense qu'avec l'été qui se pointe, cet endroit va retrouver sa vie d'antan et que tout redémarre au plus vite. L'assouplissement vient à son heure, quoi, parce qu'on est en plein été. L'été va bientôt commencer et comme vous le savez, les gens aiment bien venir au Lac Rose pendant l'été, donc à cause des piscines, de l'hébergement, des activités, voilà, des activités qui se font ici sous les dunes et autres. Donc vraiment, l'assouplissement vient à son heure. Quand l'épidémie ne se calme pas au Sénégal, sinon elle continue de monter. Merci Fatou Bintou. Allons maintenant dans le sud où de fortes pluies accompagnées de vents violents ont balayé des bananeries à Sédhiou. Les sinistrés déclarent avoir perdu plus de 72 millions de francs CFA. Voyons tout cela avec Bakary Conté et Kali Diamé. Plusieurs bananeries de la région de Sédhiou ont connu des pertes énormes ces derniers jours à cause d'un vent violent qui a ravagé les périmètres de bananes. Si par exemple je prends le cas de Kougne par exemple, où ils ont perdu quelque chose de 5360 pieds. Alors si on évalue ça, cela peut leur donner 80 tonnes 400. Alors, ce qui peut donner une valeur de 16 millions. Les dégâts sont estimés plus de 72 millions de nos francs pour les bananeries de Sakoum, Sibana, Temento, Bambali et Kougne. Temento, qui ont subi ces mêmes pertes. Par exemple, sur 102 parcelles, ils ont perdu 5445 pieds. Donc, soit une valeur de 16 335 000. Sakoum aussi a perdu 7 470 pieds, soit une valeur de 112 50 francs. Également pour Sibana ont perdu 3 962 pieds, soit une valeur de 11
806 000. Ces producteurs qui ont pris des prêts à la banque sont dans l'inquiétude totale. On lance un appel à toutes les autorités. On a déjà contracté des crédits, précisément parce que nous, chaque année, on fait 3 commandes de gasoil. D'ici mi-juillet, on pouvait payer ces gasoils. Mais malheureusement, ça vient encore plus pur. Avec ces pertes enregistrées, ces planteurs de bananes de Sédhiou attendent avec impatience l'appui du gouvernement. Merci Bakary. Et puis un mot de culture, Adiassi, présidente du conseil d'administration du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. La PCA s'engage à travailler en toute transparence. La passation de service a eu lieu ce jeudi. La voici avec Cheikh Diop et Youssou Baro. À l'occasion de cette première session qui marque le top départ d'un challenge que nous allons tous porter à cœur et en cœur. Pour répondre aux attentes des autorités qui ont bien voulu placer leur confiance en nous. Cette rencontre initiée par le ministre de la Culture et de la Communication inaugure l'ère de fonctionnement conforme au texte régissant le Grand Théâtre, un établissement public à caractère industriel et commercial épique qui devra générer désormais des ressources propres pour son bon fonctionnement. Le Grand Théâtre National doit certainement se réinventer. Dans le contexte de l'émergence prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, par l'action culturelle extérieure moderne du Sénégal, le renforcement de la collaboration avec certaines industries culturelles mériterait au moins une attention nouvelle. Il sera caractérisé par la multiplicité des moyens d'action, notamment par la consolidation progressive de larges réseaux dans le domaine des industries culturelles. Sous ce rapport, il nous faut aussi envisager de travailler directement avec certains pays qui pourraient nous accompagner dans l'expertise technique de haute volte. Le Grand Théâtre, ce joyau, doit rester et demeurer un cadre privilégié de rencontres et d'expériences humaines. En sport, le CHAN en lieu et place de la CAN en janvier prochain au Cameroun. Une hypothèse avancée par la CAF, l'UEFA flexible cette année sur le fair play financier, fixer la date de clôture des transferts au début du mois d'octobre. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra. Le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 à la place de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. L'idée est soutenue à la CAF. Face à l'incertitude qui plane sur la suite des éliminatoires de la CAN 2021 à cause de la crise sanitaire, le CHAN 2020, initialement prévu du 4 au 25 avril dernier, pourrait se tenir en janvier. En cas de confirmation, la CAN pourrait être reportée à une autre date, probablement en 2022. L'international marocain Hamid Harid, parmi les 7 nommés pour le titre de meilleur joueur de Bundesliga 2019-2020. Auteur d'une bonne première partie de saison, le milieu offensif du Schalke et des Lions de l'Atlas est en concurrence avec Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Jadon Sancho, Erling Haaland, Kai Havertz et Timo Werner. Werner, l'attaquant de Leipzig qui vient d'être recruté par Chelsea, l'international allemand de 24 ans, va signer un contrat de 5 ans avec le club anglais. Le coût, 50 millions d'euros. Le premier plus gros transfert de l'intersaison. Le marché des transferts en Europe que souhaite harmoniser l'UEFA. Le comité exécutif de l'instance appelle ses fédérations membres à clôturer le mercato le 5 octobre prochain. L'UEFA assouplit par ailleurs les règles du fair play financier. L'évaluation de l'exercice 2020 est reportée d'une année. L'objectif est de permettre d'étaler les pertes sur 2 saisons. Sur les pelouses, en Italie, le premier trophée de la saison est pour Naples. Le club de Kalidou Koulibaly a remporté la Coupe nationale devant la Juventus à l'issue de la séance des tirs au but. Le premier titre majeur du défenseur sénégalais en 6 saisons avec Naples. La reprise de la Première Ligue a été entachée par une erreur d'arbitrage lors du match Aston Villa-Sheffield United. Un but sur coup franc de Sheffield n'a pas été validé par la Goal Line Technology, poussant la société détentrice Hawkeye à présenter ses excuses. La NBA veut encourager les basketteurs à porter des bagues connectées qui mesurent en permanence la température ainsi que les données cardiaques et respiratoires de son porteur. Un dispositif sur la base du volontariat pour réduire la diffusion de la Covid-19 lors de la reprise en fin juillet.
Merci cher. Et puis un rapide point météo avant de se quitter. Vous avez dû remarquer les particules de poussière désertique qui enveloppent Dakar. La qualité de l'air a été particulièrement mauvaise aujourd'hui. Eh bien, selon le centre de gestion de la qualité de l'air, la tendance pourrait persister ces prochaines 24 heures. Une amélioration est prévue dimanche prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info.